Imaginez passer 15 longues années enfermé dans 4 murs pour un crime que vous n'avez pas commis. Imaginez tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous aimez vous soit arraché à cause d'une erreur. Une simple erreur, mais dont les conséquences sont dévastatrices. Ce n'est pas un scénario de film, ni un roman noir. C'est une réalité glaçante de dizaines d'hommes et de femmes qui ont vu leur vie brisée par une justice qui s'est trompée. Et ces erreurs continuent encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va mettre en lumière de grandes erreurs judiciaires, des tragédies silencieuses, des cauchemars réels qui frappent au hasard et laissent des vies entières en miettes. Donc on va partir dans les méandres d'une justice défaillante, on va raconter des histoires bouleversantes et vous expliquer aussi pourquoi de telles erreurs arrivent encore et surtout ce que cela coûte à ceux qui les subissent, mais également à notre société tout entière. Imaginez, vous avez 16 ans. Votre préoccupation du moment devrait être vos notes en maths, vos boutons d'acné et peut-être le dernier tube de Mylène Farmer qui passe à la radio. Mais non, à la place, vous vous retrouvez accusé d'avoir tué 2 enfants, froidement, méthodiquement. Bienvenue dans le cauchemar de Patrick Dills. Nous sommes en 1986, à Montigny-les-Messes. 2 enfants sont retrouvés morts, tués à coups de pierre près d'une voie ferrée. C'est un crime barbare. L'opinion publique est sous le choc. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, la police a la mission trouver un coupable. Vite, peu importe qui. Un peu la logique judiciaire façon Cluedo, mais sans les cartes. C'est ainsi que Patrick Dills, un adolescent réservé, devient le suspect numéro 1. Pourquoi? Eh bien, il habite pas loin, il est timide, et il a l'air un peu bizarre. En plus, il n'a pas d'alibi solide, et voilà, c'est suffisant pour déclencher l'enfer. La suite, c'est une garde à vue d'anthologie. Patrick est interrogé pendant des heures, sans avocat, sans parents et sans pause Kinder non plus. À force de pression et d'épuisement, il finit par avouer. Un aveu, c'est béton, non? Pas besoin de preuves, de cohérence, ni même de mobile. Il a avoué, l'affaire est classée. Sauf que Patrick est innocent. Mais quand la justice a décidé que vous étiez coupable, prouver le contraire, c'est comme jouer à Tetris uniquement avec des cubes. Il est condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a 19 ans. À cet âge-là, certains font leur entrée à la fac. Lui, il entame sa vie en prison. Pendant 15 ans, il va clamer son innocence. Sa famille se bat, mais en face, c'est le mur. Jusqu'au jour où un nom refait surface. Pancy Saume, le tueur en série notoire. Passionné par les voies ferrées et les crimes à la main lourde, tiens, il était dans la région au moment des faits. Petit à petit, le doute s'installe. On rouvre l'enquête. On découvre que les aveux de Patrick Dills ont été arrachés dans des conditions douteuses. Finalement, en 2002, après 2 procès en appel, Patrick Dills est reconnu innocent. 15 ans de vie volée. 15 ans à regarder la vie passer derrière des barreaux, pendant que le vrai coupable courait. Et devinez quoi? La justice ne lui présentera jamais des excuses. On lui versera une indemnité, certes, et c'est bien. C'est sans doute que l'argent peut presque tout réparer. Sauf l'adolescence, la confiance en l'humanité et 15 Noëls passés avec les mauvaises personnes. Mais Patrick ne sombrera pas. Il reprend sa vie, discret, digne, il écrira même un bouquin, pas pour se plaindre, mais pour témoigner. Et il sera l'un des rares à obtenir la révision de son procès. Ce qui reste en France, en effet, relativement rare. Alors une erreur judiciaire, ça tombe pas du ciel. Elle se fabrique, souvent avec de l'empressement, des certitudes et un zeste de mépris. Le cas Dills, c'est la preuve que même un adolescent réservé peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et face à une machine judiciaire en roue libre. Et surtout que dans certains dossiers, la justice ne cherche pas toujours la vérité. Parfois, elle cherche juste une fin, une conclusion et une paix sociale. Et tant pis s'il pose les faits avec les mauvaises pièces. Alors là, direction le XVIIIe siècle, celui des perruques poudrées et des procès à la hâte. En 1796, Joseph Le Surc, jeune homme sans histoire, rentier et père de famille, est arrêté pour un crime sanglant, l'assassinat d'un employé des postes lors du braquage d'un fourgon postal. L'affaire est sérieuse, la population est en émoi et la justice pressée. Ça tombe bien, Joseph ressemble très fortement à l'un des vrais coupables. En fait, la seule preuve qu'on a contre lui, c'est qu'il est blond, et qu'un des attaquants, en effet, est blond, et que lui est une des dernières personnes à avoir vu à proximité du fameux fourgon. Alors les témoins sont formels. C'est lui. Bon, il devait être aussi formel que quelqu'un qui identifie un type qu'il a vu passer à cheval au galop et sous la pluie. Mais qu'importe, Joseph proteste, multiplie les preuves pour montrer qu'il était ailleurs ce jour-là. Il arrive entouré de témoins honnêtes, mais rien n'y fait, on veut une condamnation et on l'aura. Alors Joseph est jugé à la va-vite, il est condamné à mort et guillotiné. Comme ça, clap de fin, rideau, merci d'être venu. Sauf que
quelque temps après l'exécution, on arrête le véritable coupable, un nommé Dubosc qui avoue tout, et qui, sans surprise, ressemble assez fort à notre Joseph. La justice est un peu gênée aux entournures, et alors on va décider de classer l'affaire très vite. Notre Dubosc sera condamné pour complicité et également guillotiné. Hop, voilà, tranquille. Mais la famille Le Surc ne se résigne pas. Elle se battra pendant plus d'un siècle, un siècle, pour faire reconnaître l'innocence de Joseph. Mais malgré toutes les preuves, malgré les aveux du vrai coupable, la justice refusera toujours de réhabiliter officiellement Le Surc. Pourquoi? Parce qu'admettre une erreur judiciaire, c'est douloureux pour l'ego. Et dans ce cas précis, la justice a préféré garder sa fierté que de rendre la vérité. Ce qui est fascinant, c'est que cette affaire reste emblématique encore aujourd'hui. Elle est enseignée dans les écoles de droit et citée comme exemple d'erreurs judiciaires liées à une identification erronée. La ressemblance physique, aussi frappante soit-elle, n'est pas une preuve. Et quand une institution se plante, le plus dur n'est pas de corriger l'erreur, mais d'admettre qu'elle a eu lieu. Joseph Le Surc, lui, est devenu un symbole. Malheureusement, il a payé ce rôle de sa vie. 1991, le sud de la France, une villa cossue, une femme retrouvée assassinée dans la cave, et sur le mur, écrite avec son propre sang, cette phrase devenue tristement célèbre, « Omar m'a tué ». Pas besoin de correcteur orthographique pour comprendre ce que ça veut dire. Pas besoin d'analyse graphologique pour en tirer une conclusion rapide. Le jardinier s'appelle Omar Haddad, l'indice est grand comme un panneau publicitaire sur une autoroute, c'est donc lui forcément. L'homme à la tondeuse, le coupable idéal. Immigré marocain, discret, sans grande maîtrise de la langue française. Il n'a pas d'avocat lors de ses premières auditions, et ses droits, on peut pas dire qu'ils ont été tondus à ras, mais presque. Le procès est une mécanique bien huilée. L'inscription en lettres de sang devient la pièce maîtresse de l'accusation. Les incohérences, on les balaye sous le tapis. Les absences de mobile, on improvise. Et hop, Omar est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. L'affaire est pliée comme un ticket de métro. Mais voilà, Omar clame son innocence. Et il n'a jamais cessé. Et il n'est pas le seul. Des voix que commencent à s'élever, notamment celles de Jean-Marie Rouard et même de Marguerite Duras. Et surtout l'opinion publique qui commence à sentir que l'affaire sent moins la justice que l'emballement médiatique. Parce que, soyons honnêtes, laisser un message en lettres de sang en parfaite conscience, c'est déjà peu probable. Le faire dans un français approximatif alors que la victime écrivait sans faute, encore plus douteux. Et l'accuser nommément, c'est un peu comme si votre agresseur vous volait votre montre et que vous écriviez « Gérard est parti avec ma Rolex ». Ça manque quand même un peu de spontanéité, non? En 1996, après 5 ans de prison, Omar Haddad bénéficie d'une grâce partielle de la part du président Chirac. Il est libéré, mais pas innocenté. C'est la fameuse solution à la française. On te relâche, mais on ne te dit pas qu'on s'est trompé. D'accord? Depuis, les demandes de révision se sont enchaînées. En 2021, une expertise ADN identifie des profils inconnus sur les scellés. En 2022, la Cour de cassation autorise la réouverture du dossier. L'espoir renaît. On verra ce qu'il en est. Alors dans ce cas, une faute de grammaire peut coûter cher. Et dans cette affaire, le doute est tellement épais qu'on pourrait presque le découper au couteau. Omar Haddad n'a peut-être jamais tué, mais pendant des années, il a été réduit à une phrase mal orthographiée et à un procès expéditif. La justice parfois se trompe de sujet et oublie de conjuguer le doute au présent. Ah, Outreau. Ce nom est devenu synonyme de chaos judiciaire. C'est un peu le Titanic de la justice française. En effet, tout le monde l'a vu sombrer, mais personne n'a pu l'arrêter à temps. Et quand on regarde l'ampleur du désastre, on se demande s'il n'aurait pas fallu installer des ceintures de sécurité dans les tribunaux. Donc retour en 2001 à Outreau, petite ville du Pas-de-Calais, une affaire d'abus sexuels sur mineurs éclate. Au départ, il y a une famille, des accusations floues et un juge d'instruction qui croit bien faire. Son nom, Fabrice Burgot. 29 ans, il est jeune, ambitieux et il vient à peine d'être nommé à son poste. Alors le juge va instruire à charge. C'est-à-dire qu'il va construire un dossier comme on construit une tour de Jenga. On empile tout ce qui accuse et on vire tout ce qui est innocent. Les témoignages d'enfants sont pris au pied de la lettre, sans croisement, sans recul, et surtout sans se poser la question essentielle, et si on se trompait? Au total, 17 personnes seront inculpées. Parmi elles, des parents, des voisins, des gens ordinaires qui vont être carrément jetés en pâture aux médias. 13 d'entre elles passeront des années en prison en détention préventive. Des mois à subir des interrogatoires, des humiliations, des insultes, un isolement, tout ça pour rien. Parce qu'au final, 13 seront totalement innocentés. Le procès est une claque monumentale. Des familles brisées, des carrières détruites, des enfants traumatisés. Le juge Burgot sera entendu, mais ne sera jamais condamné. Il montera même en grade.
Comme quoi, cette affaire a provoqué un véritable électrochoc en France et elle a révélé les failles du système judiciaire français. Une trop grande puissance laissée dans les mains d'un seul juge, une absence de contrôle collégial, des expertises psychologiques parfois fantaisistes, et surtout une confiance aveugle dans un récit unique. Alors Outreau, c'est l'histoire d'un véritable naufrage institutionnel où tout le monde a sombré, sauf la justice elle-même. Une affaire où le doute n'a jamais été invité à la table, où ceux qui devaient protéger des innocents les ont enfoncés plus profondément encore que leur pire cauchemar. Nous sommes en 1949 dans un petit village de l'Indre. Un garde-chasse s'est retrouvé mort dans les bois. Les autorités, pressées par les politiques et la population à résoudre l'affaire, désignent deux jeunes du coin, Raymond Miss et Gabriel Thienot. Parce qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient eu un différend avec le garde, et parce qu'ils étaient pauvres. Et dans les années 50, être pauvre et suspect, c'est une combo gagnante pour finir en prison. Alors arrêtés, les deux jeunes hommes sont rapidement confrontés à une machine judiciaire qui tourne à plein régime. Interrogés, pressurés, ils finissent par avouer. Enfin, si on peut appeler aveu, le résultat de plusieurs jours de coups, de privation, de sommeil et d'humiliation. Un cocktail d'interrogatoire version musclée, très populaire à l'époque. Leur procès a lieu en 1954. Et là, surprise, ou pas, ils sont condamnés. Raymond prend 15 ans, Gabriel 20. Même si entre-temps ils sont revenus sur leurs aveux, qu'ils ont hurlé leur innocence, qu'aucune preuve matérielle ne les relie au crime, rien n'y fait. Les aveux sont là, gravés dans le marbre. Et pour la justice française, à l'époque, un aveu, même extorqué à coups de botte, c'est du solide. Alors ils purgeront une partie de leur peine, et comme pour beaucoup d'anciens condamnés, la vie n'est plus jamais la même. Les soupçons leur collent à la peau comme un vieux chewing-gum, et pendant des décennies, ils vont se battre pour demander leur réhabilitation. Des soutiens se mobilisent, des élus, des citoyens, des avocats, on parle même d'un documentaire, des pétitions, des campagnes médiatiques, mais à chaque fois, les portes restent fermées. Le système judiciaire reste totalement sourd. On ne revient pas sur une décision de justice, dit-on, même quand elle pue la justice à plein nez. Raymond Miss est décédé en 2009, Gabriel Thienot en 2013, sans jamais avoir été réhabilité. Sans jamais avoir entendu la justice dire « on s'est trompé ». Moralité, l'aveu est parfois l'arme la plus redoutable de la justice, et aussi la plus dangereuse. Car quand on est prêt à tout pour en obtenir un, on n'a plus besoin ni de preuves ni de vérité. L'histoire de Raymond Miss et de Gabriel Thienot, c'est celle de deux vies brisées, de deux innocents broyés, et d'un système judiciaire de nouveau trop orgueilleux pour réparer ce qu'il a cassé. Alors ce coup-ci, on part aux États-Unis, et imaginez, vous venez de passer 40 ans en prison pour un crime que vous n'avez pas commis. Et ce sur base d'un seul témoignage, et du témoignage d'un enfant de 12 ans. C'est ce qui est arrivé à Wiley Bridgman et Ricky Jackson à Cleveland, Ohio, en 1975. Et autant vous dire qu'avec cette affaire, on tient un record mondial du combo, témoignage foireux, plus système judiciaire bouché. L'histoire commence par un braquage qui tourne mal. Un homme est tué devant un magasin. L'enquête va vite, trop vite. Et un gamin, Edward Vernon, 12 ans, dit qu'il a vu la scène, et il désigne 3 hommes, Wiley, Ricky et le frère de Wiley. L'enfant devient vraiment le témoin clé. Sa parole devient évangile devant le tribunal. Même si, détail important, il n'a pas vu la scène en fait. Il ne l'a vu qu'après coup. En gros, il a entendu un bruit, il s'est rapproché et il a reconstruit mentalement le puzzle. Hein, c'est beau l'imagination. Mais moins quand on envoie des innocents en prison à vie. Le procès est un véritable festival. Pas de preuves matérielles, des témoignages douteux et une défense qui rame à contre-courant. Mais le jury est convaincu. Peut-être par le regard du petit Édouard. Peut-être par le besoin de trouver des coupables. Bref, Ricky est condamné à mort, Wiley aussi. Et c'est ainsi que commence un cauchemar qui va durer presque 40 ans. Car en effet, la sentence de mort sera commuée en prison à perpétuité, mais en 2011, Edward Vernon, devenu adulte maintenant, se confie à un pasteur. Il raconte qu'il a menti, qu'il a été manipulé par la police. En fait, il n'a rien vu. Et il déclare qu'il vit avec ce poids-là depuis son enfance. Alors le pasteur bouleversé alerte des juristes. L'engrenage de la révision se met enfin en marche. Il faudra encore plusieurs années, mais en 2014, Ricky Jackson est libéré, puis Wiley Bridgman. Et enfin, le frère de Wiley. L'État reconnaît l'erreur. On parle d'un des cas de condamnation injustifiée les plus longs de l'histoire des États-Unis. Ah, les indemnités, oui, ils en ont reçu. Mais quand on vous a volé 39 ans de votre vie, est-ce que ça compte vraiment ? 39 ans sans technologie, sans internet, sans liberté. 39 ans pendant lesquels le monde a changé sans vous. En conclusion, un enfant ne devrait jamais être le seul pilier d'un procès pour meurtre. Et une justice qui refuse de douter est une machine à broyer. Wiley et Ricky ont survécu, mais à quel prix ?
Leur histoire est quelque part une leçon sur l'importance du doute, sur les erreurs humaines et sur la puissance destructrice de la précipitation. Angleterre, 1973. Stephen Downing a 17 ans. Il n'est pas fort malin et il a un boulot d'homme d'entretien dans un cimetière. Ouais, là déjà le décor est un petit peu sombre, mais bon. Un jour, une femme est retrouvée, battue à mort auprès d'une tombe. Très vite, Stephen est accusé. Pourquoi? Parce qu'il est dans les parages. Et parce que, comme souvent dans les erreurs judiciaires, il n'a pas le profil pour se défendre efficacement. Stephen ne sait pas bien lire ni écrire correctement. Il a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, et il est interrogé pendant des heures sans avocat. Résultat, il avoue. Enfin, sans vraiment comprendre ce qu'il signe. Mais pour la police, c'est suffisant. L'affaire est bouclée, pas besoin de preuves matérielles, pas besoin de cohérence, il a dit qu'il l'avait fait, donc je fais. Le tribunal suit, condamnation à la prison à perpétuité. Stephen passera de nombreuses années en prison. 27 ans pour clamer son innocence. 27 ans à se heurter à un système qui préfère le confort du verdict à l'inconfort du doute. Et c'est là qu'entre en scène un journal local. Oui, pas Scotland Yard, BBC, non, un petit journal, le Matlock Mercury. Et grâce à la ténacité d'un de ses journalistes, Don Hale, l'affaire va refaire surface. Ce dernier va reprendre le dossier, relever toutes les incohérences et surtout alerter l'opinion publique. Le combat médiatique va encore durer des années et en 2002, la justice britannique finit par admettre que le procès était vicié. Les aveux n'étaient pas fiables. Les preuves étaient inexistantes. Stephen est libéré. Il retrouve la liberté, mais pas le temps perdu. Il vivra tout le reste de sa vie avec ce qu'il a appelé le traumatisme du silence. Celui d'avoir été enfermé, abandonné, oublié. Alors en conclusion, on peut dire qu'un aveu ne vaut rien sans les conditions dans lesquelles il a été obtenu. En effet, c'est très facile d'avouer quand vous êtes privé de sommeil, battu et insulté pendant des heures. Alors ici, c'est l'histoire d'un homme accusé d'avoir été l'un des pires criminels nazis, avant de découvrir que c'était peut-être pas lui, ou en fait que c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'il y paraissait au début. Alors on va parler de l'affaire John Demjanjuk. Oui, c'est assez difficile à prononcer. Un des plus gros casse-têtes judiciaires du XXe siècle. Année 1980, John Demjanjuk, je ne vais pas le répéter 100 fois, est un immigré ukrainien qui vit paisiblement aux États-Unis. Et Israël demande son extradition, car on l'accuse d'être Ivan le Terrible, un gardien sadique du camp d'extermination de Treblinka. On lui retire sa nationalité américaine et on le confie à l'État d'Israël. Le procès retentissant, les témoignages sont terribles, l'émotion est à son comble et à la fin, il est condamné à mort. Mais, rebondissement, des documents soviétiques exhumés plus tard suggèrent qu'il n'est pas Ivan le Terrible, mais peut-être un autre gardien quand même. Ou peut-être pas un gardien du tout. Résultat, en 1993, la Cour suprême israélienne annule sa condamnation faute de certitude sur son identité. Retour aux États-Unis, Demjanjuk récupère sa nationalité, il rentre chez lui et on croit l'affaire terminée. Mais que nenni! En 2009, nouvelle procédure. Cette fois-ci, en Allemagne. On ne l'accuse plus d'être Ivan le Terrible, mais d'avoir été un garde à Sobibor, un autre corps de la mort. Cette fois, l'accusation repose moins sur des témoignages directs que sur des documents administratifs et une logique implacable. S'il était là, il a participé. Le procès est à la fois un défi moral et judiciaire. Peut-on condamner un homme très âgé, sans preuve directe de sa participation à un meurtre? En 2011, Demjanjuk est reconnu coupable d'avoir été complice de 28 000 meurtres. Il est condamné à 5 ans de prison. Mais il décède en 2012 avant que la procédure d'appel n'ait eu lieu. Et donc au final, coupable ou pas? Bah, le débat reste ouvert. Ce que l'on sait, c'est que l'affaire Demjanjuk a mis en lumière toutes les ambiguïtés du droit pénal international, de la mémoire historique et de la complexité humaine. Il est passé du statut de monstre à celui de peut-être une victime de confusion, puis de nouveau à celui de complice sans preuve directe. Ça montre en fait que la vérité judiciaire n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, dans les méandres du passé, la justice se perd un peu. L'affaire John Demjanjuk, c'est la dernière fois que je le dis, montre que la recherche de vérité absolue peut parfois aboutir à davantage de doutes. Et que même dans les pires crimes, l'identité du coupable n'est jamais une évidence. Alors ici, Italie. 1983. Enzo Tortora est un homme que tout le monde connaît. Présentateur star de la télévision italienne, il est le visage sympathique et bienveillant de l'émission Portobello. Mais un matin, alors qu'il se prépare à partir en vacances, la police l'interpelle, accusé de trafic de drogue et d'appartenir à la Camorra, la mafia napolitaine. Ouais, comme ça, sans transition. Alors tout le monde tombe des nues. L'accusation repose sur le témoignage de repentis mafieux. Ces derniers affirment que Tortora est impliqué dans des réseaux mafieux et qu'il a même participé à de nombreuses réunions. Problème, aucune preuve matérielle.
Nada. Pas un gramme de drogue, pas un enregistrement, juste des paroles. Mais dans l'Italie de l'époque, qui est marquée par les scandales et la guerre contre la mafia, il suffira parfois d'une rumeur pour faire tomber un homme. Enzo clame son innocence, haut et fort. Mais la justice italienne fonce. Et l'opinion publique, elle se divise. Certains y voient la preuve que la mafia est partout, d'autres crient au scandale. Lui, pendant ce temps, il est jeté en prison et il lui restera que 7 mois. Son procès est un mélange d'absurde et de tragique. Il est condamné en première instance à 10 ans de prison. Pour beaucoup, c'est un choc, mais Enzo continue de se battre. À crier, à écrire, à dénoncer ce qu'il vit comme une persécution. Il devient quelque part un peu un symbole, le visage d'une justice aveugle. Finalement, en 1986, la cour d'appel annule sa condamnation. Enzo est totalement blanchi, il reprend même son émission. Il revient sur scène, accueilli par une standing ovation. Une renaissance? Oui, mais de courte durée. Car cette épreuve l'a profondément affaibli. Moins de 2 ans plus tard, Enzo Tortora meurt d'un cancer. Ses proches affirment que la justice subit la défaite. Alors être reconnu ne vous protège pas de l'erreur judiciaire. Parfois, cela vous y expose même encore plus. On reste à l'Italie, 1976. Giuseppe Gulotta, 18 ans, il habite à Alcamo, en Sicile. Un petit coin tranquille si on fait abstraction de la mafia, des tensions politiques et d'un climat de parano ambiante. Cette année-là, 2 carabiniers sont retrouvés morts dans leur caserne. Un double meurtre. L'émotion est immense, il faut des coupables, et très vite. Et comme souvent dans ces histoires, pas de preuves, pas grave, on improvise. Giuseppe est arrêté avec plusieurs autres jeunes, et là, il subit l'un des pires classiques italiens de l'époque. Torture, violence physique, isolement, on l'empêche de dormir, on le bat, on le prive de nourriture, bref, on le brise. Et après plusieurs jours de ce traitement, il finit par avouer, parce que évidemment, même la vérité finit par céder sous la douleur. Il est condamné à la prison à perpétuité et pendant 22 ans, il va clamer son innocence. Mais les années passent, les appels échouent et la justice reste sourde. Il devient un prisonnier de la raison d'État. Il faudra attendre les années 2000 pour que l'affaire rebondisse. Un ex-policier révèle que l'enquête a été truquée, que les aveux ont été obtenus sous la torture et que Giuseppe, comme les autres, n'avait rien à voir avec ce crime. L'affaire avait été montée de toutes pièces pour cacher les véritables responsables qui pourraient être liés à un réseau paramilitaire clandestin. Un mélange de mafia, de services secrets et de groupes extrémistes. En 2012, Giuseppe sort enfin blanchi, il sort libre. Ouais, mais libre de quoi? Sa jeunesse, sa carrière, ses projets, envolés. Il aura passé la majeure partie de sa vie à l'ombre d'une injustice. Depuis, il témoigne, il écrit, il parle dans les écoles. Son histoire est devenue une sorte d'exemple en Italie, une alerte, une mémoire vivante quelque part. Ah, et bien sûr, impossible de parler d'erreur judiciaire sans évoquer la référence absolue, l'affaire Dreyfus. C'est un nom qui résonne encore dans les couloirs de la République comme un écho de honte nationale. C'est l'histoire d'un homme condamné non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente. Nous sommes en 1894. L'état-major français découvre qu'un traître transmet des secrets militaires à l'Allemagne. Rapidement, le doigt pointe un officier, Alfred Dreyfus. Pourquoi lui? Il est brillant, rigoureux, loyal et juif. Et c'est ce dernier détail qui va faire toute la différence. À une époque où l'antisémitisme en France est aussi courant que le vin à table, Dreyfus devient alors le coupable idéal. Et ça va dégénérer très très vite. L'enquête est menée à charge, on collecte des preuves douteuses, on en invente d'autres, et on cache celles qui pourraient l'innocenter. Le dossier est vide, pas grave, il est soldé. On le condamne pour trahison. Direction le bagne de l'île du Diable. En Guyane, enchaîné, isolé, humilié et surtout innocent. Pendant que Dreyfus pourrit au soleil équatorial, un autre militaire, le commandant Picard, découvre que le véritable traître est un autre officier, Esterhazy. Mais au lieu de rouvrir l'enquête, l'armée étouffe l'affaire. Logique, il vaut mieux sacrifier un innocent que salir l'institution. Priorité à la réputation, pas à la vérité. C'était une tradition bien installée dans l'armée française, apparemment. Heureusement, tous ne se taisent pas. L'affaire explose vraiment quand un écrivain, un certain Émile Zola, publie dans la presse une lettre restée encore célèbre, « J'accuse ». Il y dénonce la manipulation, le mensonge et le rôle de l'armée. L'article fait un coup de tonnerre. Zola est poursuivi, l'opinion se divise et la République tangue un peu. Après des années de rebondissements, de procès en révision, de manipulation et de pression publique, Dreyfus est finalement réhabilité en 1906, 12 ans après sa condamnation. 12 ans volés, 12 ans d'humiliation, de souffrance, de solitude. Et encore, il a eu de la chance, il est revenu vivant. Mais les cicatrices, elles, sont éternelles. Pour lui,
pour sa famille et pour toute la société française. L'affaire Dreyfus a montré que même dans une démocratie, la justice peut devenir un outil d'exclusion, de haine et d'aveuglement. Alors pourquoi la justice se trompe-t-elle? Non, ce n'est pas seulement parce que les juges ont passé une mauvaise nuit ou que le café du greffier était trop fort. Les erreurs judiciaires ont souvent des causes profondes, récurrentes et parfois franchement absurdes. On peut compter la pression médiatique et politique. Rien ne fait plus paniquer une institution que le journal de 20 heures qui répète « un monstre rôde ». Dans ces moments-là, la justice veut aller vite. Trop vite. Résultat, on sacrifie le doute sur l'autel de la tranquillité publique. Il peut y avoir des aveux arrachés. Quand on interroge quelqu'un pendant 15 heures, sans avocat, sans pause, parfois à des techniques à la limite de la torture, même le plus innocent finit par dire ce qu'on veut entendre, même s'il faut inventer un crime en prix. Il y a parfois des témoignages peu fiables. L'œil humain est un très mauvais appareil photo. Il oublie, reconstruit, mélange, ajoutez à cela l'influence des enquêteurs et le désir de bien faire, et vous obtenez des récits à géométrie variable. Il peut également y avoir des discriminations, l'origine étrangère, la religion, le statut social. Il suffit parfois d'un accent ou d'une adresse pour que vous soyez jugé suspect. On appelle ça du profilage, ou du racisme. Mais ça fait moins chic. On peut compter aussi des experts qui ne sont pas toujours experts. L'histoire regorge de pseudo-analyses, de conclusions hâtives ou d'expertise bidon. On constate souvent une instruction à charge. Donc une procédure d'instruction, normalement, doit instruire à charge et à décharge. Mais souvent, on a une piste, on la lâche plus. On élimine les doutes au lieu de les explorer. Et à la fin, le dossier est propre. Proprement faux, mais propre. On peut constater aussi un manque de moyens et de formation. Parfois, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste du manque de temps, d'argent, de rigueur. C'est pas rassurant, mais c'est la réalité. Résultat, c'est une belle recette pour envoyer un innocent à la prison. Ou pire, à la guillotine. Et tout ça avec la meilleure intention du monde. Et les erreurs judiciaires ne font pas que remplir les pages des journaux. Elles détruisent des vies. Pour la victime, d'abord, la victime de l'erreur judiciaire. Des années de liberté volée. Des séquelles psychologiques énormes. Stress post-traumatique, paranoïa, dépression, sans parler de la perte de confiance en tout. L'exclusion sociale. Même blanchi, vous restez celui qu'on a accusé. L'opinion publique a parfois la mémoire courte, souvent même, et très sélective. Les personnes ont aussi une réinsertion très difficile. PV troué, réputation douteuse, relations personnelles brisées et un casier judiciaire qui colle, même quand il est effacé. Mais les conséquences sont aussi importantes pour la société. Il y a une perte de confiance dans la justice. Et quand les citoyens ne croient plus en leurs institutions, c'est toute la démocratie qui tombe. Et le vrai coupable, peut-être court-il toujours, et parfois il récidive. Il y a des dépenses publiques monumentales. Procès à rallonge, indemnisation, enquête supplémentaire, la facture est parfois salée. Et un impact médiatique ravageur. L'affaire devient un symbole et rarement un bon. En conclusion, une erreur judiciaire, ce n'est pas juste une faute de procédure. C'est un tremblement de terre humain et social. Et chaque fois qu'elle survient, c'est toute la justice qui doit se remettre en question. Car une justice qui ne reconnaît pas ses erreurs n'est plus qu'une façade. Alors si cette vidéo vous a touché, choqué, fait réfléchir, partagez-la, parlez-en autour de vous, car se souvenir de ces erreurs, c'est déjà commencer à les prévenir. Et enfin, j'ai parlé de l'affaire Dreyfus, qui est certainement le cas le plus flagrant d'erreur judiciaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette affaire, vous pouvez aller voir cette vidéo, dans laquelle je l'explique un petit peu plus en profondeur, avec plus de tenants et d'aboutissants. Et finalement, vous, que feriez-vous si c'était vous l'innocent accusé?